Salut YouTube, ici c'est Serge qui les met du www.jctune.com. Nous sommes le vendredi 23 mai 2025, il est exactement 19h45 et ici on va faire une session de recap et d'intel et en fin de session on va introduire les masterclass et les bonus de nouvelles souscriptions que nous avons lancées au www.jctune.com. Donc là, ne perdons pas de temps, c'est parti. Avant de commencer, nos avertissements comme tous les jours, donc rappelle que l'objectif des rapports d'analyse est strictement informatif et éducatif. Ceux-ci doivent être considérés comme un élément de recherche et de développement et ne doivent en aucun cas être interprétés comme une recommandation d'investissement ou une incitation à reproduire des opérations et toute autre stratégie mentionnées ou illustrées dans les programmes et au cours des sessions. Veillez à bien comprendre les risques liés à l'investissement. Au trading, il y a toute opération réalisée avec des actifs à rendement variable et très volatile, ainsi que d'autres actifs et aux produits financiers dérivés, futurs, options, ETF, CFD, etc. Il est impératif de prendre vos décisions en fonction d'une éducation financière solide, réalisez vos propres recherches, analyses et enquêtes avant de vous engager et soyez conscient que votre capital est en danger. Il est à noter que les membres et collaborateurs du GCTUM peuvent avoir des intérêts ou des investissements dans un ou plusieurs actifs mentionnés ou analysés dans les programmes et rapports et sous forme de dérivés et ou sous-jacents. Donc là, c'est parti, rentrons dans le vif du sujet pour cette mini recap. Donc là, sous les yeux, donc là, permettez-moi de lire. Donc là, c'est une session synthèse analytique des principaux événements ayant impacté les marchés financiers au cours de la semaine du lundi 19 au vendredi 23 mai 2025. Donc, rappel, les marchés ne sont pas encore fermés. Donc là, c'est un rapport qui a été publié au courant de cet après-midi, donc vraiment hors de Paris vers 16h-17h. Et le tout est structuré pour une présentation au CIO d'un hedge funds. Donc en gros, bah, ça c'est nous. Vous voyez que là, lorsque je fais mes synthèses des marchés, donc la petite classe IA et Prompt Engineering, je soumets beaucoup d'éléments, on va dire, à ChatGPT ou peu importe le chatbot que vous utilisez, donc des news, un graphique, cela, etc. Et je lui demande toujours de me faire un méga résumé de tout ce qui s'est passé. Donc des articles de Bloomberg, de CNBC, Wall Street Journal, etc. Des données économiques. Et ensuite, voilà, je lui donne le tout. Il m'en fait un mix et il m'en fait une synthèse. Évidemment, le gros des synthèses, c'est réservé à nos insiders du www.jctune.com, mais ici pour YouTube, pour les réseaux sociaux, on a fait quelque chose de très minime. Donc là, juste 2-3 points, c'est une mini recap. Donc là, déjà, petit clin d'œil, si vous voulez avoir accès à la totalité et à l'intégralité de notre Intel, prenez soin de venir au www.jctune.com et vous prenez une souscription. Il y a pas mal d'éléments. Mais bien sûr, là, on reviendra dessus en fin de session. Maintenant, voyons en gros quels ont été les faits marquants de la semaine. Numéro 1, les politiques américaines. Donc, vous avez vu que les MAGA. Donc là, ce que moi j'ai appelé les 4 cavaliers de l'apocalypse. Donc là, clin d'œil à celui du GCTUM. Donc là, Donald J. Trump, le président, le vice-président pas Scott Bessent, c'est J.D. Vance, le secrétaire de la trésorerie, donc la ministre des Finances, si vous voulez, c'est Scott Bessent, et le ministre du Commerce, donc là, Secretary of Trade, c'est Howard Lutnick. Ça, ce sont les 4 individus les plus importants qui font la pluie et le beau temps en ce moment. Vous l'avez vu. Pas trop lorsqu'il y a eu la victoire aux élections présidentielles de Donald J. Trump, mais surtout depuis qu'il y a eu leur investiture. Donc là, depuis quoi? Le 20-21 janvier 2025, depuis qu'ils ont pris le pouvoir, qu'ils sont au bureau Oval, qui contrôlent Washington DC et Capitol Hill, du moins la Maison Blanche, et là maintenant vous avez vu toute leur politique, avec la politique des MAGA, des tarifs et tout ce qui va avec, et vous avez vu comment ils ont généré pas mal de volatilité. Numéro 1, lorsqu'ils ont remporté les victoires, bien proxy Donald J. Trump, vous avez vu la méga hausse des marchés financiers, ensuite vous avez vu la phase de prise de bénéfices, ensuite vous avez vu comment ils sont capables de, comme je le disais bien, être à la fois un générateur de beau temps et générateur de pluie. Okay, donc là, de volatilité tout court. Donc maintenant, c'est à nous à savoir interpréter et déchiffrer, décoder et décrypter leur stratégie, comprendre leur calendrier, superposer à ça notre Intel des marchés financiers et voir comment on va pouvoir surfer les vagues, vu que eux vont générer des vagues. Rappelez-vous, quand je dis vagues, je parle de volatilité, donc des vagues haussières et des vagues baissières. Okay, donc c'est très important. Donc là, voici les faits marquants de la semaine. Politique américaine. Les marchés restent sous pression en raison des inquiétudes liées à la dette nationale. Donc là, c'est le fameux tax bill qui est passé récemment et à l'instabilité du marché obligataire. Donc bien le tax bill aux États-Unis, il y a des craintes au niveau du déficit et ça générait de la volatilité au niveau des marchés obligataires, surtout au niveau des rendements. Donc là, nous étudions au quotidien ce qu'on appelle le yield curve. Donc c'est très important ces points-là. Et donc le projet de loi sur les réductions d'impôts adoptées par la Chambre des représentants pourraient accroître significativement la dette américaine, suscitant des préoccupations parmi les investisseurs. Ça, c'était rapporté par AP News. Donc vous avez vu que ça génère de la volatilité. Mais vous avez vu qu'au même moment, c'est diamétralement opposé.
à ce que nous avons vu au niveau du BTC. Le BTC atteint des hauts historiques et maintenant on est en phase de prise de bénéfices. Et là, je vois les indices US qui sont en baisse ici. Hein. Donc là, avec là, les marchés stock falls as Trump threatens new tariffs. Donc en gros, Trump aujourd'hui parlait de tarifs de 50% pour l'Union européenne et il y a toujours des discussions en cours avec le Canada, le Mexique et d'autres nations. Et notamment, la nation la plus importante, c'est la Chine. Donc tout ça, c'est générateur de volatilité. Okay, donc là, c'est à nous à savoir comment on va surfer ces vagues. Ensuite, les politiques monétaires. Donc là, c'est le champ des banques centrales. La volatilité des rendements obligataires reflète l'incertitude quant à la politique monétaire future, notamment en ce qui concerne les taux d'intérêt et les mesures de soutien économique. Ici, on est bien moins focus sur la Banque centrale américaine et bien moins d'autres banques centrales, mais restons focus sur les États-Unis et donc la Fed et Jerome Powell, que va-t-il faire? Donc là, nous suivons au quotidien ce qu'on appelle les Fed Funds Rates. Et donc là, c'est des positions spéculatives des traders qui prennent position par rapport aux futures politiques monétaires. Nous allons avoir un FOMC le 18 juin 2025 et pour le moment, il y a plus de 90% des traders qui s'attendent à ce que la Fed ne fasse rien. Ça, c'était les chiffres d'hier et on va voir comment ça va évoluer d'ici là. Donc, vous voyez que tout ça, la Fed, en gros, pour parler trop en profondeur dans l'Intel, Trump, vous avez vu qu'à maintes reprises, enfin, vous avez vu, je vous le dis, à maintes reprises, il a commenté, envoyé des pics, si vous voulez, à la Fed. Déjà, il ne va pas virer Jay Powell. Donc, Jay Powell, son mandat concourt jusqu'au, je crois que c'est dans un an, donc mai 2027, quelque chose comme ça. Mai 2026, excusez-moi. Mais d'un autre côté, il aimerait bien que la Fed baisse les taux d'intérêt. Pourquoi? Ils savent bien que leur politique, donc là, les MAGA, donc les tarifs et tout ça, ça génère de la volatilité. Et donc, si on baisse les taux d'intérêt, le coût du capital, comment dirais-je, baisserait et ça permettrait d'absorber les chocs provoqués par leur politique. Donc leur politique commerciale et autres éléments comme ça, et bien moins la rhétorique. Vous voyez que lorsqu'ils tweetent ou lorsqu'ils parlent, ça génère de la volatilité. Et donc le fait de baisser les taux d'intérêt, clairement, ça permettrait au marché d'absorber ce choc. Pourquoi? Si le coût du capital baisse, il y a beaucoup plus de liquidité. Disons que la liquidité est à faible coût, ou on va dire est beaucoup plus abordable. Là, c'est très important déjà au niveau des marchés, liquidité, mais aussi au niveau de la consommation. Baisser les taux d'emprunt, c'est bien pour la consommation. Et donc là, en gros, on pourrait ne pas vivre une récession, vu que les politiques américaines, maintenant, elles sont peut-être protectionnistes, mais d'un autre côté aussi, c'est, on va dire, générateur d'inflation. Potentiellement, ça pourrait générer de l'inflation et aussi court-circuiter l'économie, la plonger en contraction et de contraction passer en récession. Mais que tout ça, c'est, comment dirais-je, c'est un programme qui est très chargé et le fait d'avoir des taux d'intérêt abordables, ça permettrait d'absorber ces chocs et avoir un effet positif en termes de stimulus. On se dire, OK, nous passons par une phase de turbulence, mais on va s'en sortir, regardez, les taux d'intérêt sont bas et on va continuer à consommer et à investir et tout ça. Donc ça, c'est un élément clé. Mais vous voyez que la Fed ne répond pas en ce moment, ce qui fait que, voilà, en gros, le souci que Donald J. Trump a avec Jay Powell et d'autres hauts cadres de la Fed, sachant que la Fed doit se maintenir apolitique et doit être indépendante. Donc c'est un élément clé. Donc, ensuite, on a parlé des politiques américaines, des politiques monétaires. Maintenant, nous poursuivons notre présentation et on va se focaliser sur l'évolution des principales classes d'actifs. Donc là, les bourses américaines, on est uniquement focus sur ces bourses. Vous avez les performances hebdomadaires des trois bourses principales. Là, si je regarde très rapidement ce qui se passe ici, pour voir en gros ce qui se passe, regardez les performances. Et les performances week-end sont pas, c'est pas joli, hein. Donc là, vu que ça c'est des captures écran et des statistiques cet après-midi, là je regarde en live, en direct ce qui se passe et yes, c'est pareil. Donc là on est en moyenne à du moins 2% pour le S&P 500, le Dow Jones et le Nasdaq légèrement sur les moins 2%. Donc là on voyait moins 1,5, on est à moins 1,9. Donc c'est quelque chose de très très négatif. Surtout les small caps, donc l'indice Russell 2000, ces actifs-là souffrent beaucoup plus. Pourquoi? L'allègement fiscal, vous voyez que c'est en train d'être voté, c'est passé de la Chambre, maintenant ça va aller au Sénat, Congrès, tout ça, on verra lorsque ce sera 100% effectif. Et ces compagnies qui ont des plus petites market cap, leur taux d'emprunt ou coût d'emprunt est bien plus élevé, vu leur note de crédit. Donc vous voyez que c'est pas la joie, ce genre d'environnement. Et donc pour le moment, c'est une recommandation. On analyse pas mal d'analyses small cap, mais c'est pas encore le moment de déployer des capitaux à fond dans ces entités. Pourquoi? Parce que le background macroéconomique n'est pas optimal pour ce genre d'entité. Et bien, ce qui aiderait encore plus, c'est d'avoir quoi? Une réduction des taux d'intérêt. Donc c'est super intéressant tous ces points. Prenez note, hein, parce que je parle. Donc on voit que les indices sont clôturés en baisse, affectés par les préoccupations concernant la dette nationale et l'instabilité du marché obligataire. Donc là, ça fait écho à ce que nous avons vu en introduction. Maintenant, lorsque nous regardons le graphique que nous avons sous les yeux, il y a pas mal d'éléments. Donc, vous avez l'indice des 7 magnifiques, c'est la ligne blanche, épaisse. Et là, c'est la performance year to date, donc année en cours, donc depuis le 1er janvier
2025 jusqu'à maintenant, aujourd'hui, le vendredi 23 mai 2025. On voit que les sites magnifiques ont connu une performance négative. Et vous avez le gold qui superforme, donc là, plus de 26%. Vous avez BTC qui s'est réveillé récemment, notamment au courant du mois de mai, après les bas du 7 avril. Mais pas que le mois d'avril était un mois qui était très particulier. On voyait que tout a chuté. Et là, qu'est-ce qu'on avait? Attendez, je vais prendre cet outil pour dessiner, comme ça, vous voyez exactement ce que je suis en train de suivre. Ici, en avril, le 2 avril, on avait le Liberation Day. OK? Donc là, c'était l'annonce des méga tarifs. Donc là, c'était les reciprocal tariffs. Donc là, les States, tarifs réciproques sur tous les partenaires commerciaux à travers le monde. Gros choc. Ensuite, je crois que c'était entre le 5 et le 7. Trump a dit, OK, une pause de 90 jours pour qu'on puisse négocier et tout ça. Donc là, vous avez vu les marchés repartir à la hausse. Mais qu'est-ce qui s'est passé récemment? Récemment, la Chine, il y avait toujours des problèmes États-Unis-Chine. Et donc, il y a eu, si vous voulez, une deuxième phase on va dire, d'allègement et d'apaisement des marchés. Pourquoi? Parce qu'il y a spécifiquement États-Unis-Chine, les droits de douane sont, on va dire, comment dirais-je, il y a un apaisement durant 90 jours. Donc, vous voyez que n'oubliez pas, il y a eu deux phases de 90 jours, donc très importants, qui ont suivi le fameux Liberation Day. Et là, comme on l'a vu, ça a provoqué beaucoup de volatilité. Et si vous remarquez bien, le gold a chuté, les marchés ont chuté et le bitcoin aussi a chuté. Et donc là, maintenant, quand on dit, bah, tiens, le bitcoin était anti-inflation, valeur refuge et tout ça, vous voyez que c'est pas le cas. Tout a été fort touché. Donc ici, si vous regardez les indices de corrélation durant cette phase, la corrélation était de 100%. Tout a chuté, donc tout dans la même direction. Maintenant, vous voyez qu'on commence à voir pas mal de divergences. Donc là, vous voyez le gold et le BTC qui sont en train de surperformer. Et en bleu, nous avons le total crypto market cap qui repart à la hausse timidement. Donc pas mal de news très positives concernant les cryptos. Là, vous entendez Bloomberg en arrière-plan. Il y a une interview il y a moins d'une heure de Scott Bessien, donc la ministre des Trésoreries. Il parlait de beaucoup de choses. Donc là, ce qu'ils sont en train de faire au niveau du crypto market. Bien, vous avez Paul Atkins à la tête de la SEC qui est pro-crypto et d'autres membres du cabinet de Trump, donc là, les fameux MAGA, qui sont pro-crypto. Donc c'est très intéressant ce qui se passe et on s'attend à ce que ce soit super positif. Et dernièrement, vous voyez que les indices sont négatifs et BTC et le gold a chuté quelque peu et BTC qui repart à la hausse. Donc gold a super bien performé. Vous voyez que c'est là au niveau des actifs qu'une certaine market cap, du moins ce que nous avons ici sous les yeux, on va dire des top classes d'actifs, c'est le gold qui a le mieux performé depuis le début de l'année 2025 et le BTC se réveille petit à petit. Bien, n'oubliez pas que ça, c'est pas définitif. Ça peut évoluer donc maintenant, à partir de maintenant, donc le vendredi 23 mai, pourquoi pas BTC serait le numéro 1, gold numéro 2 et je sais pas moi, les 7 magnifiques numéro 3 par exemple. Donc on va voir comment ça va évoluer. Donc c'est une phase charnière, c'est une phase qui est très complexe, donc il vous faut de l'intel, on va dire top niveau. Et ça, c'est la valeur que nous apportons au site. OK? Donc là, nous pouvons poursuivre. Je vais reprendre le curseur. Passons maintenant au slide suivant. Donc là, les 7 magnifiques, vous avez déjà vu un petit aperçu de ce qui se passe. Maintenant, allons un peu plus en profondeur. Donc la performance, malgré une baisse de 5% depuis le début de l'année, le groupe des 7 magnifiques, donc c'est Nvidia, Tesla, Meta, donc maison mère de Facebook, Amazon, Microsoft, Alphabet, maison mère de Google et Apple, affiche une croissance des bénéfices par action de 28% au premier trimestre, contre 9% pour les restes du S&P 500. Et les perspectives, selon Goldman Sachs, anticipent une surperformance continue de ces géants technologiques, soutenue par une croissance robuste des bénéfices et des valorisations attractives. Maintenant, ce que dit Goldman Sachs, c'est bien, c'est pas mal. Mais vous devez comprendre une chose. Dans des phases de turbulence comme nous le voyons maintenant, donc ayant en tête le graphique qu'on a vu au slide précédent avec la méga chute post-Liberation Day, les actifs comme les 7 magnifiques, ce sont des méga caps. Okay, donc là, au-delà des 100 milliards de dollars, ça c'est le club des actifs qui ont une market cap de plus de 1000 milliards de dollars. Ce qui fait que ce sont les plus liquides. Bien moins lorsqu'il y a des chocs de liquidité, vous voyez que ces actifs chutent, comme on l'a vu là, mais ensuite ce sont les actifs qui se récupèrent en premier. Pourquoi? Parce que ce sont des compagnies qui sont solides. Quelles sont les probabilités de voir Nvidia, Tesla, Meta disparaître? Très faible. Je dirais 1%. Maintenant, vous faites la même chose pour le Russell 2000. Donc là, les probabilités que des petites market cap, micro cap et nano cap disparaissent, là, les probabilités sont très hautes. Vu que le panorama, donc taux d'intérêt et tout ça, ça ne favorise pas ces entités. Ces entités résistent aux tarifs, bien qu'il y ait des petits soucis ici pour Apple, Amazon, etc., mais bon, voilà, elles vont s'en sortir. Okay? Mais les plus petites entités, c'est compliqué. Vous pouvez aussi faire le parallèle avec les crypto markets. Bitcoin, c'est très solide, ça a déjà été adopté par Wall Street. L'adoption et la Wall Streetisation de son infrastructure continue. Il y a d'autres altcoins de premier plan aussi. Et maintenant, prenez des altcoins les plus exotiques, donc la numéro 1300, je ne sais combien, ou je ne sais pas combien de crypto il y a. Tout simplement, allons au-delà du top 300 ou au-delà du top 500. Ça devient très compliqué. Là, maintenant, il y a un très haut degré d'échec de ces cryptos dans l'environnement contemporain. Vous devez comprendre les choses à ce niveau-là.
Donc, lorsque Goldman Sachs anticipe une surperformance, je peux dire yes, mais n'oubliez pas, tout ça, c'est, vous devez mettre ça en relation. Donc, il faut comparer des pommes et des pommes. Donc, OK, si on prend d'autres actifs, on va dire tech ou au sein du S&P 500, il y aura une forte probabilité qu'il y ait une surperformance des 7 magnifiques par rapport, par exemple, à d'autres large cap. OK, donc là, ce sont des éléments qui sont clés. Donc, vous voyez que ces entités-là, on peut aussi s'en servir comme indicateur. Donc ici, nous avons un graphique des 7 magnifiques, et vous voyez clairement, ici, si on remonte à 2024, vous avez la victoire de Trump. Donc je vais prendre le pointeur, comme ça, vous voyez en gros ce que je suis. La victoire de Trump, méga hausse, le pic, l'investiture de Trump chute, et ensuite, n'oubliez pas ce qui s'est passé le 2 avril, le fameux Liberation Day. Donc vous voyez comment ça a chuté, et regardez comment ça s'est récupéré. C'est une récupération, on peut dire pratiquement en V. Donc on voit V-shape. Donc là, c'est vraiment une récupération violente. Et ça, c'est ce que je vous expliquais. Ces actifs, qui sont très liquides, ce sont des stocks de valeur et des valeurs refuge aussi. Bien, ce sont ces entités qui sont récupérées, si vous voulez, avant tout le monde ou avant des plus petites market cap, par exemple. Donc voilà en gros ce que nous voyons. Maintenant, un élément que j'ai commenté aux insiders du GT Stream, c'est de faire très attention à cette récupération. Pourquoi? Nous constatons qu'il y a pas mal de gaps, oui, pas mal de gaps aussi. Il y a un refrain en anglais qui dit All gap must be filled. Comme vous voyez ici, gap baissier, et les gaps par après ont été comblés. Évidemment, ça peut prendre du temps. Et là, nous avons des gaps haussiers. Donc, alors, qu'est-ce qu'on pourrait vivre? On pourrait vivre une phase de pullback, donc là, moins 5%, ou correction, moins 10%, voire même au-delà. Revenir ici à la case départ. Vous avez vu que qui provoquerait ce retour à la case départ? Quand je dis case départ, c'est le niveau le plus bas. Vous voyez ici, début avril 2025, similaire au niveau du 2 et 5 août, très important. 2 et 5 août 2024, qu'est-ce qui s'est passé? C'était le dénouement du carry trade. Donc la Banque centrale japonaise a pivoté ses politiques monétaires, monté les taux d'intérêt, et beaucoup d'entités de ce calibre peuvent aller emprunter, enfin pouvaient emprunter à du 0% en dehors des États-Unis. Et donc maintenant, tout ça, c'est défait. Plus ces spéculateurs qui sont montés au créneau lorsqu'ils tradaient la paire dollar-yen. Donc tout ça, c'était des faits, ce qu'on appelle le fameux carry trade, et ça a provoqué un choc de liquidité. Vous avez vu que les 7 magnifiques sont de retour au même niveau. Donc là, c'était un très bon point d'entrée, très bon point d'entrée. Pourquoi? Vous devez regarder ce que fait la volatilité. Vu que là, c'est principalement des actifs qui cotent au Nasdaq, donc si vous regardez la volatilité du Nasdaq, le VXN, là, méga pic, chute des marchés, et lorsque la volatilité a chuté, ça s'est transformé en méga opportunité d'achat. Et là, on a vécu la même chose. Sauf que là, c'était un événement, si vous voulez, on va dire unique. Mais maintenant, nous avons Trump qui est à la Maison-Blanche avec les MAGA, et là, nous avons en permanence un risque. Donc, il y a une épée de Damoclès qui plane au-dessus de la tête des marchés, et c'est quoi? C'est les tarifs et la rhétorique. Un jour, c'est bien, et un jour, c'est pas bien. Et donc, vous voyez, en gros, ça fait quoi? Ça génère de la volatilité. Donc, nous, d'être prêts à naviguer cet environnement. Les actifs, les 7 magnifiques sont costauds, sont solides, mais ils ne sont pas épargnés par la volatilité. Sachant, comme j'ai dit, que ces actifs ont une place de choix, vu que ce sont des stocks de valeur et des valeurs refuges au niveau du stock market. Donc, ce sont les compagnies les plus solides. Voilà pourquoi est-ce que, en période de turbulence, les institutions financières et les fonds d'investissement sont mandatés à être investis dans le marché financier. Que vont-ils faire? Ils vont moins s'exposer aux actifs beaucoup plus risqués. Donc, les Russell 2000, il y a pas mal d'éléments comme ça. Les actifs, qui composent des indices, des small caps et autres. Et ils vont favoriser des expositions dans des entités comme les 7 magnifiques, par exemple, et d'autres méga caps et autres large caps. Okay? Donc, ça, c'est un élément clé. Donc, on doit s'attendre à quoi? À pas mal de pullback. Ce que je dis là, c'est valable aussi pour l'écosystème crypto. Quoique les cryptos, c'est encore plus volatile et encore plus spéculatif, ce qui fait qu'on peut encore avoir des plus gros chocs. Okay? Évidemment, sans oublier la régulation et pas mal d'éléments comme ça. Lorsque nous poursuivons maintenant, on passe aux crypto-monnaies. Donc, Bitcoin atteint un nouveau record historique, donc les 110 000 et des poussières, porté par l'optimisme réglementaire aux États-Unis et l'adoption institutionnelle croissante. Ce que moi j'appelle la Wall Streetisation. Vraiment, là, ça continue. Quels étaient les catalyseurs? La création d'une réserve stratégique de Bitcoin par le gouvernement américain. Donc là, le ministre des Finances, Scott Bessent, était en train d'en parler à Bloomberg. Et clairement, vous voyez que l'administration Trump et tous ceux qui la composent, comment dirais-je, sont tous pro-crypto. Donc là, c'est super bon. Bitcoin, c'est la crypto la plus populaire, la plus grande market cap des cryptos et la plus avancée en termes de quoi? D'adoption institutionnelle et d'infrastructure. Vous voyez que c'est bien d'avoir le trading spot, vous avez Coinbase par exemple, mais les institutions, elles doivent pouvoir se couvrir. Donc avoir le spot, avoir des futurs, avoir des CFD, avoir des options, il y a les ETF inversés et pas mal d'éléments comme ça. Et donc là, c'est ce que j'appelle la Wall Streetisation d'un actif. Et Bitcoin est la crypto qui a cette infrastructure qui est la plus avancée, la plus sophistiquée. D'autres altcoins sont des potentiels candidats pour avoir le même type d'infrastructure. Ça commence déjà avec Ethereum, il y a XRP, Solana, et pas mal d'entités comme ça. Mais on y va petit à petit. Et Bitcoin, c'est la crypto, si vous voulez, la plus facile à vendre pour les clients institutionnels. Pourquoi? On parle tout simplement de digital gold. Donc ça, c'est très important. En plus de ce que fait le gouvernement américain, donc vous voyez qu'on comprend clairement quels sont les catalyseurs, et aussi ce qu'on commentait récemment,
dans cette phase de turbulence, Bitcoin agit en tant que valeur refuge. Et pas, hein, on a très peu d'historique à ce niveau-là. C'est pas la même chose que le gold, mais bien là, c'est une historique de, allez, je dirais que le thème, le narratif maintenant, hedge anti-inflation, hedge anti-calamité gouvernementale, politique, économique, ou tout ce que vous voulez, ça résonne très fort ou ça frappe fort depuis que Trump est à la Maison-Blanche. Okay, donc ça, c'est un élément clé. Et d'un autre côté, on a l'assouplissement réglementaire sous l'administration Trump. Donc là, nous avons Paul Atkins à la SEC, et donc ça fait beaucoup. Hein, donc là, ça favorise l'essor des crypto-monnaies. Bitcoin en premier, et d'autres cryptos qui pourraient être Wall Streetisés par après. Okay, donc ça, c'est très, très, très important. Il faut être très, très, très select. Ensuite, nous poursuivons. Et là, graphique BTC, donc évidemment, nous revenons au 4 novembre, 4-5 novembre 2024, méga hausse. Ensuite, les marchés en haut historique, donc là, comme on l'a vu, hein, pratiquement les 110 000 $, phase de prise de bénéfices, le fameux Liberation Day qu'on a passé en revue, et par après, qu'est-ce qu'on voit? Nouvelle hausse parabolique, et on a pulvérisé l'ancien ATH, donc all-time high, donc haut historique, pour générer un nouveau haut. Et là, vous voyez qu'on commence déjà le pullback. Donc là, c'est très important. Ça, c'est pas les futurs, c'est le Bitcoin spot. Très, très, très important. Maintenant, s'il y a une corrélation entre le Bitcoin et le stock market, on voit que la corrélation a chuté quelque peu. Mais si la corrélation remonte, vous avez vu ce qui s'est passé lors du Liberation Day, imaginons que nous avons encore une phase très, très, très négative. Que pensez-vous qui va se passer? Et surtout que, après les hausses paraboliques comme celle-ci, vient le moment de prendre des bénéfices. Donc, faire très, très, très attention au BTC dans ces zones. Si vous voulez en savoir beaucoup plus, je vous recommande de souscrire à notre masterclass ou à nos masterclass tout court ou au Pro Market. Vous allez avoir les archives et dans les archives, on a notre masterclass BTC où nous avons évalué le BTC avec pas mal de métriques très, très, très avancées. Donc, simple à comprendre, mais bien, ce qui est difficile, c'est de faire le boulot soi-même et on a vu, comment dirais-je, quelle est la target price du BTC. C'est bien plus haut que cela. Il y a un moment là, il faudra venir en interne pour que vous puissiez voir exactement quels sont les procédés que nous avons appliqués au BTC pour atteindre, enfin pour nos différentes price targets et tout ça. Mais là, en ce moment, si on doit penser réellement à court terme, court et moyen terme, je dirais, il est fort probable qu'on revive un épisode comme celui-ci. Donc après un méga bull run, donc rallye haussier, donc hausse parabolique, on stagne, on atteint un nouveau haut et ensuite phase de prise de bénéfice. Là, c'est ce que nous voyons maintenant. Et bien moi, il est fort probable aussi qu'on continue à pousser un peu plus haut, donc toucher les 115 000, voire les 120 000, mais je m'attends beaucoup plus à ce qu'il y ait une phase de retracement. Okay, donc là, vous pouvez utiliser des indicateurs Fibonacci, tout ce que vous voulez, et regarder jusqu'où le prix du BTC, enfin où le prix du BTC pourrait atteindre. Si on part de là à là, on part d'ici à là, 50% de retracement, ce serait plus ou moins ici des 95 000. Donc, on va voir le BTC retester les 100 000 et les 95 000 et pourquoi pas aller bien plus bas. Bien, là, on verra ce que ça va donner. Poursuivons maintenant. Et donc là, nous arrivons presque à la fin et on a le gold. Bien, le gold aussi a super bien performé. Donc, le prix actuel, donc le gold est super haut, hein, donc entre les 3000 et 3200 et une poussière. Je vais vérifier ça tout de suite. Je reviens ici. Je vais regarder commodity, gold. Ça, c'est les gold futures. On est à 3300 et des poussières. Ok, donc n'oubliez pas, il y a l'or spot. Et là, je regarde les futurs. Les futurs sont un peu plus hauts, 3300 et des poussières. Donc voilà, en gros, ce qui se passe. Et comme vous voyez ici, avec une tendance haussière soutenue par l'incertitude macroéconomique. Donc c'est ça. Vous voyez que le rôle que joue le BTC, il y a de l'incertitude macroéconomique et on cherche une valeur refuge. Donc là, vous avez le gold, on a vu sa performance, et d'un autre côté, le BTC. Ne pensez pas que c'est quelque chose qui est permanent. On se réfugie tant qu'il y a de la turbulence, tant qu'il y a de l'incertitude. Et une fois que l'incertitude passe, qu'est-ce qui se passe? On sort du gold et on reprend du risque avec les 7 magnifiques, par exemple. Et donc, BTC est voué, si vous voulez, au même destin. Ça, c'est très, très, très important. Donc là, maintenant, on se réfugie dans le BTC. BTC est monté. En plus des catalyseurs idiosyncratiques qu'on a vus il y a 2-3 slides. Mais une fois que l'incertitude passe et qu'on digère la news, donc tout est reflété dans le prix, maintenant, qu'est-ce qui reste? Tout simplement, c'est prendre des bénéfices dans le BTC et reprendre du risque, par exemple, avec les altcoins. Donc là, bien, il faut regarder ce qui se passe au niveau de l'écosystème crypto et regarder l'aspect saisonnier. Donc là, le Bitcoin season ou le altcoin season. Et donc, les prévisions, selon JP Morgan, ils anticipent un prix pouvant atteindre 4 000 $ l'once dans l'année. Donc là, c'est pour le gold, en raison de la demande accrue en tant que valeur refuge. Donc, voilà. Donc là, c'est les prévisions de JP Morgan. Poursuivons maintenant. Regardez un graphe du gold. Vous avez vu que le gold, si nous regardons bien ici, regardez bien, en novembre, lors de la victoire de Trump, le gold n'a pas cartonné. Le gold, vous voyez qu'on on s'était déjà réfugié dans le gold. Le jour de la victoire de Trump, donc victoire au présidentiel américaine, qu'est-ce qui s'est passé? On a revendu le gold pour prendre du risque maintenant avec des actifs à rente variable et bien des thèmes bien spécifiques, la IA, les cryptos et tout ça. Faut regarder bien Liberation Day, le gold a chuté, il a chuté. Évidemment, il y avait aussi des méga opportunités d'achat et bien après des mouvements
voyez que ça, c'est pas des mouvements paraboliques. On a une tendance soutenue haussière, viennent les phases de retracement de prise de bénéfice. Mais qu'est-ce que vous remarquez? Nous avons un bas plus haut, un bas plus haut, un bas plus haut et un autre bas plus haut. C'est très, très intéressant. Et vous voyez que là, maintenant, là, on a pris des bénéfices, donc Liberation Day, donc début avril. Le gold est reparti à la hausse. Et là, maintenant, il y a aussi une continuité de phase de prise de bénéfices. Mais il reste dans des super, super hauts après avoir atteint les 3500. Et vous voyez que les 3500 $ non-stroy, c'est pas très loin des 4000 $. Donc là, les prévisions de JP Morgan, et j'aime bien dire qu'elles sont P3. Donc c'est possible, c'est probable, et il est fort plausible que le BTC, fort probable, pardon, et il est plausible que le BTC, non, mais que le gold atteigne ces niveaux. Poursuivons maintenant, donc en conclusion stratégique, les marchés financiers traversent une période de volatilité accrue, comme vous l'avez vu et constatez vous-même, influencée par des facteurs politiques, économiques et technologiques. Les 7 magnifiques continuent de démontrer une résilience notable, tandis que les crypto-monnaies et l'or bénéficient de leur statut de valeur refuge. C'est très important. Et là, je dirais que je dois corriger ça. Je dirais pas crypto-monnaie, mais je dirais Bitcoin spécifiquement. Et la spéculation sur quelles seraient les crypto-monnaies qui pourraient avoir ce statut. Ce statut, il vous est octroyé une fois que vous avez des capitaux de Wall Street qui voient bien, ils disent, bah, tiens, c'est super bon pour nous qu'on injecte des capitaux ou qu'on s'expose au Bitcoin comme étant une valeur refuge aux côtés du gold. On ne peut pas dire de même pour Ethereum, XRP ni quoi que ce soit. Là, ce sont d'autres catalyseurs bien spécifiques. Pour ces crypto-monnaies, et bien aussi de la spéculation quant à le passage de la phase de la saison Bitcoin à la saison d'Altcoin. Okay? Et bien la continuité de la Wall Streetisation, quels sont les prochains ETF que Wall Street va lancer. On va prendre un acteur de référence, c'est BlackRock. Qu'est-ce que BlackRock va envelopper? Est-ce que c'est XRP? Est-ce que c'est un tel et un tel? Donc là aussi, il y a toute cette spéculation, plus les meme coins et tout ça. Okay? Donc, on a vu que les crypto-monnaies et l'or bénéficient de leur statut de valeur refuge dans ce contexte incertain, et une surveillance attentive des développements politiques et économiques est essentielle pour ajuster la stratégie d'investissement en conséquence. Donc là, ce sont des très bonnes recommandations. Maintenant, on va finir par les annonces. Donc là, j'annonce déjà qu'il y a une masterclass. Donc là, ça va être la dernière masterclass de ce premier semestre 2025. Elle se tiendra du 1er juin, donc dimanche 1er juin, jusqu'au vendredi 6 juin. Et donc, il y aura les reproductions des sessions qui seront disponibles jusqu'au dimanche 15 juin. Et là, la masterclass qu'on va faire s'intitule Trading Wall Street, tout simplement. Donc là, c'est une masterclass sur quoi? Comment recréer ou émuler déjà dans un premier temps un hedge fund. Donc là, c'est très important pour avoir le processus systématique, la rigueur et les procédés sophistiqués afin que ce ne soit pas des coups de chance lorsque vous opérez dans le marché financier, mais dégager des gains avec consistance ou générer des gains avec consistance. Donc là, on a un programme, donc la journée 0, c'est le dimanche, on a le lundi jusqu'au vendredi, et rappelez-vous, les reproductions sont disponibles jusqu'au 15, et donc là, on a tout un programme. Donc là, vous voyez que là, vous pouvez visiter notre page Internet et voir le programme, et donc là, les masterclass sont déjà faites, et là, ce sont tout simplement 2 slides. Donc là, l'introduction et le programme. Et lorsque vous voyez prompt, c'est comment, à l'aide de ChatGPT, par exemple, ou du prompt engineering, vous allez pouvoir avoir des prompts qui vont, si vous voulez, émuler un acteur clé au sein d'un hedge fund. Donc, le CIO, le portfolio manager, l'analyste quant, le risk manager, etc., etc. Donc là, c'est quelque chose de super, super intéressant. Ce sont des choses quand même que j'utilise au quotidien et dont bénéficient, ceux qui sont souscrits au GCTream, ils le voient au quotidien, comment j'utilise tout cela. Donc voilà, en gros, le programme de cette masterclass, et voilà le prix. Et donc, vous avez un accès durant 15 jours. Donc là, c'est la dernière masterclass que l'on va faire pour ce premier semestre. Et un autre élément que nous avons lancé, ce sont les souscriptions Digital Assets. Nous avons nos souscriptions Pro Markets, qui sont les souscriptions, si vous voulez, à l'intégralité de tout ce que nous faisons, donc les masterclass, les sessions boursières, les sessions crypto et d'autres sessions bonus, tout est dedans, plus nos archives et les data. Okay, donc on a un service de data aussi. Maintenant, pour ceux qui sont crypto-fans, crypto-traders qui ne veulent pas être exposés à la bourse traditionnelle si ça ne vous intéresse pas, maintenant nous avons lancé les souscriptions Digital Assets pour être uniquement exposés au Digital Asset. Et donc là, c'est 2 sessions par semaine. Bien, lorsqu'il y a des masterclass, il n'y aura pas de session, où on fera en sorte que vous ayez un petit bonus. Et donc là, nous avons lancé les souscriptions Digital Assets, donc là, pour ce prix. Donc, allez sur la page, regardez ce qui se passe, lisez le programme et prenez votre souscription. On a lancé la souscription mensuelle et la souscription trimestrielle. Okay, donc là, c'était les 2 bonus que je voulais commenter, partager avec vous. Et si vous voulez avoir accès à l'intégralité, comme je le disais, prenez tout simplement une souscription Pro Market mensuelle via Patreon. Et via le site internet, vous avez la souscription mensuelle, la trimestrielle, donc enfin c'est 4 mois, et la souscription annuelle. Ok. Donc voilà, c'est tout pour moi. Un grand merci à vous tous. J'espère vous retrouver très nombreux, que ce soit pour nos sessions masterclass, que ce soit pour les souscriptions Pro Market, où vous avez accès à toute l'intégralité, ou que ce soit pour les digital assets, et pourquoi pas lors d'une autre session publique sur les réseaux sociaux. Un grand merci à vous tous. Excellent week-end. Ciao.